Donc je vais vous entraîner dans un voyage, j'espère assez intéressant, aux confins entre les grandes algues qu'on voit sur nos côtes, des choses qu'on voit beaucoup moins, qui sont les bactéries marines, et les hommes nous-mêmes, et quel est le rapport entre tout ce beau petit monde. Donc si on regarde une planisphère, bon, évidemment, on voit les continents, l'Europe, l'Amérique, mais ce qu'on constate surtout, c'est que notre planète est surtout couverte par les océans. 70% de la surface de la planète est couverte par la mer. Et les côtes sont les zones les plus productives en fait, de l'océan. Et quel que soit le continent où on se trouve, on va trouver sur les côtes des grandes algues, de diverses couleurs, qu'elles soient vertes, comme malheureusement les algues vertes qui ont une mauvaise réputation, par exemple dans les Côtes d'Armor, bien que ce soit des algues comestibles, comme on verra, la laitue de mer. On a également des algues rouges, des très belles algues rouges, Chondrus ici, qu'on trouve devant la station. Dalicaria sanguinea, une belle algue rouge qui ressemble quasiment à une plante, on retrouve des nervures. Et bien sûr les grandes algues brunes, ici une Macrocystis en fait, près du Mexique, et ici nos laminaires bretonnes. Et depuis très longtemps, en fait, les hommes ont utilisé cette ressource offerte par la mer, que ce soit ici en Bretagne, avec le ramassage du goémon, qu'on retrouve quasiment de façon similaire de l'autre côté de l'Atlantique, enfin plutôt même, là c'est le Pacifique, puisque c'est l'île de Chiloé au Chili. Donc ici on a affaire plutôt à une activité de cueillette, de ramassage des algues sauvages. En Afrique, par exemple à Zanzibar, vous avez de la culture d'algues pour des fins en fait, d'extraction de certains composés qu'on verra tout à l'heure. Et au Japon, certaines algues sont cultivées comme dans des fermes pour la consommation humaine. Et on verra ça également tout à l'heure. Donc, parmi tous ces acteurs, il en manque un ou plusieurs qu'on voit rarement, qui sont les bactéries marines, sur lesquelles nous travaillons également à la station. Ici, vous voyez au microscopie électronique une bactérie isolée à Roscoff il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Zobelia galactanivorans, et on reviendra dessus. Et ici, c'est la même bactérie lorsqu'elle pousse en colonie, donc dans les petites colonies oranges que vous voyez ici, vous avez des milliards de bactéries colorées qui forment des colonies. Donc avant d'aller plus loin sur les aspects en fait, algues, bactéries, hommes, je vais faire quelques rappels de biologie moléculaire, ou en tout cas vous montrer certaines notions pour faciliter la suite de la compréhension de l'exposé. Donc il y a 4 grands composants dans toute cellule vivante. Bon, une que vous avez sûrement dû entendre parler, c'est la fameuse molécule d'ADN, ou les molécules d'ADN, qui contiennent le patrimoine génétique de tout être vivant, qu'on soit une bactérie ou une personne humaine. Un autre grand composant, ce sont les protéines. Ici, vous voyez en fait une enzyme, une structure tridimensionnelle d'enzyme. Et les protéines, vous en mangez tous les jours, car dans les muscles, sont extrêmement riches en protéines, et donc vous voyez évidemment dans un steak ce genre de molécules. Vous avez également les glucides ou les sucres. Ce que vous connaissez évidemment, c'est le sucre que vous mettez dans votre café ou dans votre thé, mais les sucres aussi, c'est de nombreuses molécules du vivant, et par exemple, ici vous voyez du coton, ou la feuille de papier, ce sont en fait des molécules qu'on appelle la cellulose, qui est un polymère en fait de glucose, une longue chaîne de glucose. Donc c'est le bois, c'est la pectine dans les confitures, enfin bon, énormément de molécules importantes. Et la dernière grande classe de molécules, ce sont les lipides,
Ce sont donc des chaînes carbonées, faites de multiples carbones hydrogénés. Et évidemment, les lipides, c'est les graisses, les acides gras, que ce soit le beurre breton ou l'huile d'olive. Donc, quel est le rapport entre toutes ces composants de la matière vivante? Tout commence en fait au niveau de l'ADN. Dans l'ADN, au sein de la molécule d'ADN, la fameuse hélice en double brin, vous avez de nombreux gènes. Ce sont des suites en fait de 4, ce qu'on appelle des bases, des nucléotides. C'est A, T, G et C. Et en fait, ça constitue, ce sont des lettres constituant en fait des mots de 3 lettres qui vont coder en fait l'information génétique. Et donc, un mécanisme fondamental en biologie, c'est le phénomène de traduction qui va permettre de passer en fait, il y a un intermédiaire mais que je vais passer, on va passer en fait des gènes, le monde ADN, au monde des protéines par un phénomène de traduction. Donc chaque petite, ce qu'on appelle un codon, ces mots de 3 lettres, correspond, par exemple ATG, correspond en fait à un acide aminé qui s'appelle la méthionine. GAT, c'est le codon pour un autre acide aminé, l'aspartate, etc. Et donc, on va obtenir une longue chaîne d'acides aminés, donc le monde protéines. Ça forme un spaghetti initialement quand c'est traduit, et ce spaghetti en fait va adopter une forme dans l'espace qui par exemple est ici une structure d'enzyme. Donc, toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Alors, je vais passer sur les protéines d'intérêt structuraux. Ça peut être comme le collagène qui forme certaines fibres en fait entre les cellules humaines. Mais la plupart des protéines sont en fait des enzymes, c'est-à-dire des catalyseurs de réactions chimiques. Alors, qu'est-ce qu'un catalyseur? C'est une molécule qui va accélérer les réactions chimiques naturelles. Et donc, ces enzymes vont permettre la production, la synthèse des autres composés du vivant. Donc, par exemple, les lipides que je vous ai présentés, les glucides et, par exemple, d'autres petites molécules, des métabolites secondaires. Et ici, je vous ai représenté, en fait, la molécule de la pénicilline, qui est, comme tout le monde le sait, un antibiotique qui est produit, en fait, par des champignons. Donc, je résume, on part des gènes, on arrive à la synthèse, à la traduction de protéines qui vont catalyser des réactions qui vont permettre la synthèse des autres composés. Donc tout ça, c'est des molécules, mais en fait, il y a un autre échelon au-dessus des molécules qui sont les cellules, qui sont l'unité de base en fait, des êtres vivants. Donc, on parle de cellules prokaryotiques et eucaryotiques. Donc ça, c'est les grands... il y a un troisième groupe dont je vais ne pas parler, mais non, en fait, oui, les prokaryotes, il y a les bactéries, les archébactéries, mais on passe. Disons qu'il y a deux grandes divisions, prokaryotiques et eucaryotiques. Que veut dire eucaryotique? Ça veut dire vrai noyau. Donc c'est ce qu'on verra ici. Et prokaryotique, c'est... avant le noyau, on va dire. Donc si on regarde une cellule de bactérie, donc c'est un petit bâtonnet, comme je vous ai montré pour notre bactérie fétiche, Zobelia. Donc si on part de l'extérieur, vous avez ce qu'on appelle la paroi, ici, cell wall en anglais, qui est composée justement de polysaccharides, qui forment une sorte de grillage protégeant en fait la bactérie. Ce qui est en vert ici, c'est ce qu'on appelle les membranes, donc c'est beaucoup plus flexible. Ce sont des lipides, donc des acides gras qui composent cette membrane qui sépare en fait l'extérieur de l'intérieur de la cellule. Et ici, vous voyez de nouveau un spaghetti qui est appelé le nucléoïde et qui est en fait l'ADN. Et c'est un seul ADN circulaire chez les bactéries. Donc cet ADN va de nouveau être traduit en protéines, c'est les petits grains qu'on voit à l'intérieur, ils vont faire des tas de réactions chimiques, et puis c'est comme ça que marche une bactérie, pour faire simple. Si on prend une cellule eucaryotique, ici c'est une cellule de plante terrestre,
Bon, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué. On retrouve certains composants communs. On retrouve ce qu'on appelle une paroi, mais dont les composants vont être assez différents, mais toujours de polysaccharides. Une membrane cellulaire, de nouveau une bicouche de lipides. Et à l'intérieur, vous avez des tas de petits cercles ici qui représentent en fait ce qu'on appelle des organites. Donc des petits organes, si on peut traduire. Et donc, ce que vous avez en violet ici, c'est le noyau, le fameux noyau qui définit les eucaryotes. Et donc dans le noyau, c'est ici que vous avez les molécules d'ADN codant le patrimoine génétique. Et si on prend par exemple une cellule humaine, on va se retrouver dans ce noyau-là avec 23 chromosomes, les 23 chromosomes humains qui sont 23 molécules d'ADN. Vous avez évidemment d'autres types d'organites et je vais juste me concentrer sur deux aspects importants. Les chloroplastes, et je vais revenir sur cette notion de plaste par la suite, c'est l'organite qui va permettre ce qu'on appelle la photosynthèse. Et je vais revenir sur ce qu'est la photosynthèse. Et l'autre aspect important qui différencie, je dirais, les cellules d'animaux, humaines, des cellules de végétaux, c'est l'importance de la paroi, cell wall en anglais. Et donc voilà un peu le cadre dans lequel on va